Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera sur le lean accounting. Je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein d'XL Group et aujourd'hui la session sera animée par un de nos consultants, Eric Huguer, directeur associé. Sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session, donc via le module de chat qui se situe en bas à droite de votre écran et nous garderons 15 minutes à la fin pour y répondre. Concernant les slides, ils vous seront envoyés dans la journée et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet d'ici quelques jours. Alors, en introduction, je vais vous présenter brièvement la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble et Rennes, ainsi qu'une filiale en Suisse depuis 2014. Je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Eric Huguer et je vous retrouve en fin de session pour les questions. Je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci Camille pour cette introduction. Donc, avant de rentrer directement dans le sujet, je vous propose de balayer le sommaire concernant cette webconférence. Donc, ce que je pensais faire, c'est effectivement vous donner quelques éléments de définition, de périmètre sur ce qu'est le lean accounting. Ensuite, regarder de manière un peu plus précise les limites du contrôle de gestion traditionnel, notamment lorsqu'on est dans un environnement lean. Ensuite, essayer de comprendre pourquoi cette démarche, pourquoi ça nous paraît nécessaire d'entamer des réflexions sur ces thématiques. Je vous proposerai un peu de lecture, c'est-à-dire que moi j'ai fait une biblio, assez nourrie sur le sujet. Donc d'ailleurs à ce titre-là, on peut remarquer aujourd'hui que il n'y a pas forcément d'ouvrages en langue française, donc ça sera des ouvrages anglo-saxons, mais comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse derrière, creuser le sujet. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'est ou n'est pas le lean accounting. On vous donnera un éclairage sur les différentes dimensions du lean accounting, et puis on terminera par un petit exemple qui permettra de toucher du doigt ce dont on aura parlé précédemment, et puis je vous donnerai deux mots de conclusion, et ensuite j'aurai le plaisir de répondre à vos différentes questions. Alors, le sujet du lean accounting, il est à la fois, simple et complexe. En fait, il peut tout à fait être défini comme étant, on va dire, une alternative à la gestion traditionnelle de la comptabilité et du contrôle de gestion. Donc, il va concerner essentiellement les populations, financières, mais pas que, parce que dans la vocation du lean accounting, c'est aussi, à un moment donné, de pouvoir rapprocher, les populations financières des populations opérationnelles. En d'autres termes, quand la fin du mois arrive, que la finance envoie aux opérationnels, notamment un patron d'usine, les écarts sur les variances, etc., parfois, en tant que patron de site, on se retrouve un petit peu à regarder les choses et à pas forcément comprendre ce qu'on nous envoie. Donc l'idée, c'est ça, c'est aussi de pouvoir travailler sur des indicateurs, sur des rapports, qui fait qu'à un moment donné, on aligne les populations, financières et opérationnelles. Donc, vous pouvez regarder au niveau de la littérature, il y a d'autres termes. Donc, on parle de lean management accounting, de value stream costing, de lean control, de lean cost management, ou de value stream accounting. Alors, une autre façon aussi de dresser, un périmètre plus global du lean accounting, c'est de se dire, le lean accounting, en fait, il y a globalement trois aspects, trois grands aspects. Le premier aspect, c'est de se dire comment je positionne le lean dans les services comptables et financiers. Ça, c'est une thématique, une orientation possible. Une deuxième orientation, c'est comment j'utilise le lean accounting pour
calculer mes coûts de revient industriels d'une manière un petit peu différente que celle qu'on a l'habitude de le faire en compta, je dirais, traditionnel. Et puis enfin, troisième et dernier volet, eh bien, c'est comment peut-être un peu mieux valoriser, je dirais, les gains dans les projets de transformation. Alors, voilà comment on peut globalement je dirais, synthétiser le lean accounting. Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde, je dirais, le périmètre autour du contrôle du gestion, dans certains cas, certaines analyses peuvent induire en fait le raisonnement suivant, depuis qu'on fait du lean, on dégrade du résultat, notamment au travers de l'effet du stockage ou du déstockage. Donc ça, il y a vraiment des sujets qui sont peut-être un peu contre-intuitifs et qui fait que lorsqu'on a une analyse, notamment autour de la marge brute, avec la notion de coût complet, avec la notion de coût réparti, on peut arriver à prendre des décisions qui ne sont pas forcément, je dirais, les plus pertinentes possibles. Donc ça, c'est un vrai sujet de se dire, attention, peut-être que les méthodes traditionnelles, en tout cas dans un environnement lean, ne sont pas complètement adaptées. Après, c'était un petit peu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que quand vous êtes opérationnel, patron de site, patron de production, vous n'avez pas forcément toujours les éléments qui vous viennent du contrôle de gestion. Déjà, c'est une analyse un peu post-mortem, c'est-à-dire, quelque part, on compte un peu les morts. Ça, c'est le troisième point, sur le fait que, quelque part, les analyses qui vous sont données, d'abord, elles sont un peu abscons, et puis elles sont un peu pas forcément très claires pour un opérationnel, et en plus, elles viennent à un moment dans le temps qui est globalement trop tard. Donc ces trois aspects, quelque part, nous limitent un peu et nous fait poser question par rapport aux apports du contrôle de gestion dans un environnement de lean. Alors, pour aller un peu plus dans le détail sur ces limites, il est vrai que lorsqu'on regarde les analyses, donc bilan, compte de résultats, annexes, on est plus à répondre sur des sujets qui sont normalisés, qui sont réglementaires, plus à destination des tiers. La difficulté qu'on commence à voir arriver, c'est comment est-ce que concrètement on fait remonter des actions assez classiques du lean, la réduction du lead time, on gagne du mètre carré, le bien-être aussi. Comment est-ce qu'on va concrètement valoriser, je dirais, la qualité de vie au travail, le bien-être, la résolution de problèmes. Comment est-ce qu'on valorise le fait de mettre en place des AIC, du management visuel, AIC comme animation intervalle court. Comment est-ce que tout ceci globalement, peut remonter dans le compte de résultats. Donc là, on a des vraies questions que se posent à la fois, je dirais, le top management, les financiers, mais aussi les opérationnels, avec une certaine frustration, il faut bien le dire, de ne pas avoir les gains qui remontent de façon claire au niveau je dirais, des comptes de résultats. Après, et pour l'avoir vécu là cette fois-ci en tant qu'opérationnel, un certain aspect, je dirais, confusing concernant la logique des fameux coûts standards. C'est-à-dire qu'on a les coûts standards et puis en plus on a des ERP qui vont nous aider à paramétrer les coûts standards. On va donc paramétrer toute la logique qu'on appelle dans les ERP de cost roll-up, qui vont nous permettre, je dirais, de construire en fait le coût de revient industriel. Et puis ensuite, au fil du temps, que la production, je dirais, s'opère, on va suivre des écarts. Alors les fameuses variances, les écarts MOD, les écarts techniques, les écarts machines, etc. Et quelque part, on va s'inscrire dans le fait de dire on va suivre la performance de la production avec ces écarts. Mais là, on arrive à avoir une première difficulté, c'est que c'est pas parce que vous avez un écart machine qui sort négatif que quelque part vous êtes en sous-performance, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez arrêté votre machine parce que vous n'aviez plus de produits
à livrer et que quelque part vous suivez simplement, en fait vous ne produisez pas pour faire du stock. Donc vous êtes dans une logique lean, donc au lieu de faire tourner votre machine, quelque part vous travaillez, vous faites travailler avec vos gars sur des groupes de résolution de problèmes, etc. Donc l'idée de suivre la performance avec des écarts et des variances classiques, là déjà on sent que dans certains cas il peut y avoir quelques difficultés. Après, c'est les prises de décision, notamment le make or buy. Alors souvent, quel est le patron d'usine qui ne s'est pas entendu dire ton usine elle est trop chère. Ok, donc tu produis trop cher. Donc si tu produis trop cher, on liste les coûts de revient et puis on regarde globalement ceux qu'on peut outsourcer, ceux qu'on peut sous-traiter. Une fois qu'on fait ça, c'est très bien, mais la difficulté que si vous avez une approche, et malheureusement c'est encore le cas, en tout cas moi je l'ai vécu personnellement, si on est sur une logique de coût complet, eh bien on va embarquer des coûts qui n'ont pas lieu d'être. Et donc on va se retrouver avec la difficulté suivante, c'est quelque part le sous-traitant il va être moins cher, mais tout simplement parce que vous avez valorisé en coût complet. Et si vous faites la mécanique uniquement en valorisant, je dirais, en variable, donc qu'est-ce qui vous coûte globalement pour faire la production de plus, c'est globalement la part matière et la part article de conditionnement. Donc c'est essentiellement la part variable. Et si vous avez la capacité pour faire, mais quelque part, c'est plus intéressant d'internaliser. Donc voilà, donc c'est question aussi de prendre la bonne décision. À un moment donné, c'est important parce que c'est l'analyse des coûts et l'analyse, je dirais, des écarts doit nous permettre d'orienter et de prendre les bonnes décisions. Alors dans certains cas, c'est vrai que, notamment au niveau de direction financière ou de top management, le fait de penser un petit peu, soit uniquement en coût variable, ou soit en utilisant, on le verra plus tard, la notion même de goulot d'étranglement, où on valorise simplement le temps passé sur le goulot, ça peut être un peu disruptif et peut générer, je dirais, des discussions sur ces sujets-là. Donc, pour résumer ces limites, on a aujourd'hui des méthodes de calcul et des écarts qui ne nous aident pas, en fait, à piloter véritablement, je dirais, la performance de nos opérations. Alors, là, je reviens un petit peu sur ce que je disais sur la notion d'approche de coût de revient unitaire. Où classiquement on va retrouver la part matière, la part main-d'œuvre et la part frais généraux. Mais à un moment donné, il y a des questions opérationnelles qui peuvent se poser en termes de décision. Vous avez quelques exemples. Comment calculer l'impact de la réduction de 10% des pannes sur une soudeuse, comment utiliser des approches pour dire, voilà, j'ai 2 lignes de production, quelle est la meilleure répartition, est-ce que je dois concentrer je dirais, les opérateurs les mieux formés sur une ligne, et puis l'autre ligne avec des personnes en formation. Est-ce que je dois mixer, en fait, le profil et la maturité de manière plus équilibrée les compétences? Tout ceci doit être aussi regardé, et ce qu'on pense, c'est que la façon dont les calculs sont faits n'aide pas vraiment à répondre à l'ensemble de ces questions. Alors je vous ai cité ici une phrase de Taishi Ohno qui dit que les coûts n'existent pas pour être calculés, ils existent pour être réduits. Alors là, il faut apporter quelques éléments. Alors oui, les coûts n'existent pas pour être calculés. En fait, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est toute la logique des clés de répartition, les méthodes de section homogène, etc., comme on a pu l'apprendre depuis maintenant, je dirais, 60 à 70 ans sur comment est-ce qu'on construit un coût et comment est-ce qu'on va répartir les coûts indirects, les frais généraux sur le produit. Donc la vision, même à l'époque, en 1950-1960, c'était de se dire, est-ce que vraiment c'est bien utile d'utiliser beaucoup de temps à faire ce type de calcul, et en fait, ce qu'on appelle, c'est précisément faux. C'est-à-dire que vous avez un coût de revient industriel unitaire qui est précis au 4e chef après la virgule, mais en fait, il est faux tout simplement parce que vos clés de répartition sont pas complètement justes. Après, les coûts existent pour être réduits. Là, il faut savoir de quel coût on part.
il ne s'agit pas dans la tête des coûts de revient unitaires, il s'agit principalement de réduire les pertes et les coûts cachés. Et c'est de cela dont on va discuter, je dirais, par la suite. Alors, pourquoi cette démarche? Alors, je me suis mis... voilà, je vous ai fait un petit schéma qui explique un petit peu la décomposition, je dirais, de ce qu'on peut avoir sur un prix de vente. Donc, le prix de vente, ça doit neutraliser un certain nombre de choses, dont le cost of goods sold, le coût de revient des produits vendus, et puis on doit dégager, je dirais, une marge brute pour aller neutraliser les dépenses opérationnelles, les frais administratifs et les frais commerciaux. Alors là, on voit apparaître dans la petite case rouge la notion de perte ou la notion de coût caché. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'analyse traditionnelle, elle a un peu de mal à aller, je dirais, visualiser, notamment dans son approche coût de production classique, elle a un peu de mal à aller analyser de façon fine la notion de perte, la notion de coût caché. Puisque classiquement, quand vous prenez un coût de revient industriel, vous avez la partie matière première, article de conditionnement, vous avez la MOD, vous avez les frais généraux usines, donc ça c'est le coût de production de la période. Et puis pour arriver au cost of goods sold, eh bien, vous avez une variation de stock. Et là, donc, on a un premier problème, comment la comptabilité analytique traditionnelle va pouvoir nous aider à mieux traquer les pertes. Et puis le deuxième sujet, c'est l'impact de la variation de stock sur le compte de résultat. Et notamment le fait que quand vous diminuez vos stocks, quelque part, vous pouvez dégrader votre compte de résultat. Alors, bien sûr, quand vous baissez vos stocks, vous récupérez en cash, et donc en BFR, mais dans certains cas, le simple suivi, je dirais, à la marge brute, n'est pas forcément très opérant parce que vous êtes en programme de transformation, vous allez diminuer vos stocks et quelque part, vous pouvez dégrader vos comptes de résultats, dû justement à cette part de variation des stocks. Donc on voit là des sujets qui peuvent poser question et en tout cas qui ont fait l'objet depuis, je dirais, de nombreuses années de réflexion et puis d'action aussi sur le sujet. Alors, je vous propose, pour ceux que ça intéresse ou que ça intéresserait, un certain nombre d'ouvrages qui traitent de ces questions à des niveaux, je dirais, plus ou moins détaillés. Je pense que un des bouquins, je dirais, assez fondateurs en la matière, c'est les Real Numbers. C'est celui qui est situé à gauche, qui a été écrit par Jen Cunningham et Horace Fiume, donc qui sont des directeurs financiers qui ont été, je dirais, à même de travailler sur des programmes de transformation. Vous avez aussi à droite un bouquin qui est assez, je dirais, qui est assez facile à lire, qui est The Lean CFO, et qui reprend un peu l'ensemble de ces thématiques, notamment toute la partie, je dirais, gestion des coûts standards et impact notamment avec les ERP. Et en bas, enfin, vous avez 3 livres concernant le throughput accounting, qui est effectivement un complément assez intéressant, puisque là on va focaliser sur le throughput, c'est-à-dire on travaille exclusivement en fait sur les ressources contraintes, c'est-à-dire qu'on va faire une première analyse qui est sur la marge contributive, donc la marge sur coût variable. Donc vous prenez votre chiffre d'affaires, vous diminuez par vos coûts variables et vous travaillez uniquement sur les ressources contraintes. Et donc ça apporte des visions qui peuvent être un peu différentes de celles qu'on peut avoir dans des logiques, je dirais, de coûts complets. Voilà, donc ce sont des ouvrages qui sont intéressants parce qu'ils permettent, je dirais, de mettre en lumière
tout ce dont on parle là en 3/4 d'heure, c'est assez rapide, mais qui permettent de poser, je dirais, les questions sur ces sujets de prise en compte des coûts industriels et notamment des prises en compte de valorisation des stocks. Alors, nous, tel qu'on l'exprime et tel qu'on le vit chez XL, en fait, pour nous, et on reviendra sur les différentes dimensions du lean accounting, le lean accounting, c'est vraiment je dirais, une démarche qui va nous permettre de piloter, je dirais, la performance de l'entreprise en embarquant un certain nombre de thématiques, comme le déploiement stratégique. Donc, on parle de Shinkanri, de matrice en X, la value stream costing, c'est-à-dire que là, on va être dans une logique où on va essayer d'abandonner le coût de revient unitaire au profit en fait d'un value stream costing, c'est-à-dire que on va regarder par value stream, donc par grande famille de produits, et on va présenter le compte de résultat pour aller sortir en fait un value stream profit, mais globalement à la famille, en sortant l'impact du stock, d'accord, pour être concentré exclusivement sur un compte de résultat qui va différencier la partie variable de la partie fixe. Et surtout en minimisant, voire en annulant, mais bon, ça c'est un peu théorique, la notion de clé de répartition. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être focalisé sur qu'est-ce qu'on peut directement affecter à ma value stream. Donc là, je fais le lien avec ce que vous voyez marqué sur le slide, des comptes de résultats opérationnellement exploitables. Le repérage et l'évaluation des pertes, et puis ensuite de se définir un certain nombre d'indicateurs, donc ils peuvent être des indicateurs opérationnels, des indicateurs capacitaires et des indicateurs financiers comme le value stream profit. Alors, le lean accounting, c'est pas une doctrine, c'est pas une nouvelle manière d'enregistrer les débits et les crédits, et c'est certainement pas en contradiction avec les éléments comptables généraux reconnus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se substituer, on est bien GAAP, on est bien IFRS, c'est juste une présentation différente. De toute façon, on ne remet pas ce qui ne doit pas être remis en cause, c'est-à-dire tout ce qui est brillant, compte de résultats, valorisation des stocks et puis annexe. Non, l'objectif, c'est d'utiliser en fait ces démarches pour avoir une lecture différente que celle que nous apporte, je dirais, la comptabilité et le contrôle de gestion, on va dire, traditionnel. Alors, on a essayé de synthétiser un petit peu ce qu'on va mettre derrière le lean accounting. Donc, je vous l'ai dit, d'abord un processus qui est le déploiement stratégique et processus budgétaire. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné lier des indicateurs stratégiques à des indicateurs tactiques, opérationnels, et puis qui fassent le lien, je dirais, avec les chantiers terrain au niveau des programmes de transformation. Donc ça, c'est déjà un cadre, un périmètre qui doit nous permettre de bâtir un petit peu le fait de lier des indicateurs de chantier à la stratégie, je dirais, de l'entreprise. Après, il y a un sujet qui lui, peut-être, est globalement plus technique. C'est la notion de value stream costing. Donc en fait, vous avez une organisation qui peut être matérialisée en value stream, et donc là, on va travailler au sein de cette value stream pour voir de manière très concrète quels sont les coûts qui sont effectivement variables et qui sont liés au volume, et quels sont les coûts qui seraient plutôt liés en fait à des décisions, je dirais, on va dire managériales. Et donc là, on va faire cette séparation entre coûts variables et coûts fixes, et on ne s'intéressera, entre guillemets, au niveau value stream costing qu'à la partie, je dirais, variable pour sortir la contribution sur marge variable, tout en travaillant sur les coûts fixes et à la réduction de ces coûts. Donc là, il y a un peu plus, je dirais, de technicité. On reviendra par la suite de la présentation. Je vous montrerai quelques exemples.
Après, lié à la value stream costing, on est sur l'évaluation des pertes. Donc à un moment donné, pour pouvoir, je dirais, orienter des chantiers de transformation, il va bien falloir qu'on puisse être dans une approche qui permette de valoriser, je dirais, les pertes, sans être forcément dans une approche pure héroïque. Parce que, encore une fois, pour les praticiens du Lean, vous avez des actions qui ne se traduisent pas automatiquement et très rapidement dans le compte de résultat. Je pense notamment à de l'AIC, l'animation intervalle court. Des fois, on nous dit, bon, ok, mais est-ce qu'on ne tombe pas dans la réunionnite? Ben non, on ne tombe pas dans la réunionnite, parce que l'animation intervalle court, derrière, c'est aussi pour aller résoudre des problèmes, et si vous résolvez vos problèmes, vous arrivez forcément, à un moment donné, à diminuer vos pertes, et à diminuer votre non-valeur ajoutée, et donc, quelque part, avoir un impact sur les coûts. Donc là aussi, il faut être mesuré dans l'approche. Définitivement pas, le Lean n'est définitivement pas une approche de cost killing. Donc le compte de résultat en bon français, voilà, c'est pour qu'à un moment donné, on puisse donner aux opérationnels la possibilité de comprendre, je dirais, leur niveau de performance. Alors, indicateur box score, en fait, le box score, c'est ni plus ni moins qu'une boîte d'indicateurs sur lequel vous avez principalement trois types d'indicateurs. Vous avez des indicateurs, on va dire, opérationnels physiques de performance. Donc vous avez le temps de traversée, vous avez l'OTD, vous avez les mètres carrés gagnés. Donc des choses qui sont très très factuelles. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est des indicateurs qui seraient plus capacitaires, c'est-à-dire qui vous donnent l'information de savoir si vous pouvez prendre de la capacité ou pas. Ça, c'est important dans notamment les notions de make or buy. Ce n'est pas uniquement la vision purement financière, mais est-ce que vous êtes, je dirais, capacitaire ou pas par rapport à ces choses-là. Donc, premier niveau d'indicateur, des indicateurs opérationnels. Deuxième niveau d'indicateur, des indicateurs capacitaires. Et enfin, troisième niveau, eh bien, on a là les indicateurs, je dirais, financiers, mais à la value stream. C'est-à-dire, on va avoir la productivité, vente, par exemple, ou chiffre d'affaires sur masse salariale. On va avoir tout ce qui concerne les value stream profit. On va avoir la répartition des frais variables, des coûts fixes, et puis on va avoir aussi le suivi du BFR. Donc en fait, l'idée là, c'est pas forcément d'aller suivre le coût de production unitaire au produit, mais c'est de revenir plutôt sur quelque chose de plus global, en fait, au niveau d'une value stream. Avant-dernier élément, rôle de la finance dans les démarches Lean, c'est-à-dire que les directeurs financiers, les contrôleurs de gestion doivent être réellement moteurs dans les programmes de transformation. C'est-à-dire que souvent, dans les entreprises, il peut y avoir parfois un petit peu des cloisons, entre guillemets, bon, pour ne pas dire des murs, entre le monde opérationnel et le monde financier. Et l'idée là, c'est véritablement de créer, je dirais, des binômes. Et moi, mon regret, souvent, c'est que dans les programmes de transformation, il n'y ait pas suffisamment de personnes de la finance qui viennent dans les chantiers, qui viennent un petit peu participer à ces événements-là. Je pense que, ne serait-ce que pour la connaissance mutuelle des deux environnements, ça serait pas mal. C'est l'histoire un peu d'un vie ma vie, hein, parce que faire participer un contrôleur de gestion industrielle à un chantier, je puis vous dire que après un chantier de VSM costing, il aura peut-être un regard différent sur la vision ou le jugement qu'il pouvait avoir. Et puis, un point qui est important, et là je reviens un peu sur les indicateurs, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la façon dont on vous mesure peut induire un comportement, peut changer votre comportement. Et là, on revient sur des choses qui peuvent être un peu contre-intuitives. Et donc, sur ces sujets-là, je pense qu'il est, voilà, quand c'est faisable, quand c'est possible, il est bon que des
contrôleurs de gestion qui sont, comment dirais-je, qui sont intéressés par le Lean, eh bien, viennent en renfort sur les chantiers. Et puis enfin, dernier point, c'est éliminer les gaspillages. Donc là, c'est quelque chose qui peut être un peu plus technique, entre guillemets, et qui intervient notamment sur la façon dont on paramètre les ERP. Parce que souvent, on voit bien qu'on fait des nombres de transactions qui sont parfois un peu inutiles. Et donc là, c'est aussi de revenir sur des choses, je dirais, un peu plus simples. Donc, le déploiement stratégique, donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce que on a en fait ici, là, une superbe mécanique pour aller relier des plans qui peuvent être un peu stratosphériques à des plans d'action et des chantiers qui sont très clairs. Et ça permet aussi d'échanger sur les indicateurs et de proposer un chaînage d'indicateurs qui soit parfaitement en liaison avec la stratégie de l'entreprise. Donc là, on est sur des choses qui sont somme toute assez classiques, mais qui permet, encore une fois, d'être relativement clair sur le chaînage entre la stratégie et puis, je dirais, les plans d'action. Alors, le value stream costing, l'idée là, c'est de se dire, on essaye d'abandonner la notion de coût de revient unitaire, on va travailler par grandes familles et on regarde la structure de coûts au niveau de ces grandes familles. Et on va aussi essayer dans notre structure de coûts, de dire quels sont les coûts qui sont directement affectables à la value stream et quels sont ceux qui feraient encore l'objet d'une clé de répartition. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est de minimiser du mieux qu'on peut les clés de répartition pour avoir un coût de value stream et donc un profit de value stream qui soit le plus proche possible de ce qui est directement affecté en comptabilité. C'est un peu ça qu'il y a derrière. Et donc, ainsi, éviter parfois les clés de répartition qui peuvent être faites soit sur les heures allouées machines, soit sur les heures MOD, parce que on vient parfois alourdir ou alléger des coûts de revient qui ne sont pas forcément représentatifs, je dirais, de la réalité. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On combine à la fois, je dirais, une approche cartographie du flux de valeur avec une vision qui est issue de la TPM et qui regarde un peu le déploiement des pertes, où on va retrouver l'ensemble des comptes de résultats, je dirais, enfin l'ensemble des critères qui sont dans le PNL, et on va donc ainsi à la fois avoir une vision, je dirais, des coûts de revient à la value stream dans les grandes entités et aussi par étape du processus. Donc ça, c'est des opérations que je dirais on a l'habitude de faire, et c'est à ce niveau-là qu'on va justement lier, je dirais, les impacts des gains avec le PNL, même si, encore une fois, dans certains cas, la valorisation n'est absolument pas directe, et tout dépend aussi de la matière, enfin de la façon dont on avance sur ces différentes questions. Et l'idée, c'est de pouvoir produire effectivement un VSM cost breakdown, c'est-à-dire qui soit parfaitement cohérent avec le compte de résultat et qui permet, notamment à des non-financiers, de pouvoir, je dirais, faire le lien et de pouvoir suivre de manière très claire les orientations qui sont prises et les actions qui sont prises. Donc là, à ce niveau-là, on va tout faire pour essayer de sortir de l'approche du coût complet et donc des clés de répartition. Et donc, c'est facile à dire, mais dans certains groupes, dans certaines organisations, les pratiques comptables et de contrôle de gestion et du suivi de performance sont ainsi faites qu'il est assez difficile de revenir sur des schémas qui sont un peu traditionnels. Donc, je vous avouerai que sur ces questions-là,
on travaille essentiellement, on va dire, avec des PME et avec des directeurs financiers qui arrivent à un moment donné à convaincre le fait de faire un prototype et de laisser un peu tomber les coûts de revient unitaires et la prise de décision sur la base de coûts de revient unitaires, qui laisse un peu tomber, je dirais, une valorisation des stocks un peu compliquée pour arriver à des choses qui sont plus simples, mais qui sont aussi, je dirais, validées par les CAC ou par les fiduciaires en Suisse. Voilà, donc je ne vous cacherai pas que cette thématique du lean accounting, elle est un peu prototype, hein. Même si il y a pas mal de littérature sur le sujet, même si de plus en plus on voit que les gens s'intéressent sur ce type de sujet, pour autant, voilà, il y a un certain nombre de freins, de blocages qui peuvent être tout à fait compréhensibles et qui voilà, amènent quelques barrières, je dirais, à ce sujet. Alors, juste pour terminer un peu l'exemple et pour donner, je dirais, du tangible à tout ça, alors je ne sais pas si vous voyez bien le détail, mais en fait, l'idée, c'est que vous avez 5 produits, et puis dans une vision classique, on va calculer, je dirais, la marge brute et le taux de marge. Hein, donc là, on est sur un cas relativement simple, on n'a pas d'effet de stock, donc on a ici une vision du compte de résultat à gauche, et puis à droite, eh bien, on a la marge brute et le résultat d'exploitation sur l'ensemble des différents produits. Alors, vous pouvez voir que sur cet exemple, si on fait un calcul rapide de la marge brute et du taux de marge, en fait, on a le produit B et le produit D qui sont plutôt à 10 et à 11% et qui, je dirais, sous-performent largement par rapport aux autres produits. Donc là, on s'est mis en tête de dire, bon, quelque part, ces produits-là, ils sont pas rentables. Donc on va aller essayer de retravailler sur les autres produits. Et puis, on va les sortir de notre catalogue. Et puis, on va se reconcentrer sur les produits A, C et E. D'accord ? Et vous avez, je dirais, la petite courbe de profitabilité. Donc ça, c'est un des exemples que j'utilise dans une formation plus poussée sur le lean accounting. Eh bien, vous voyez la courbe bleue qui est le profit réparti sur les 3 produits et la courbe orange qui est le profit réparti sur les 5 produits. En fait, ce qu'on veut montrer là, alors j'ai bien conscience que c'est un exemple qui est relativement simple, mais ce qu'on veut montrer là, c'est que parfois, en faisant des analyses un peu rapides, uniquement sur, je dirais, des chiffres, notamment autour de la marge brute, et donc en incorporant, bien évidemment, les coûts complets, en ayant une approche de coût complet, on peut être amené, en se séparant d'un certain nombre de produits dont on pouvait estimer qu'ils n'étaient pas rentables, on peut arriver à une dégradation je dirais, global pour l'entreprise de la profitabilité. Moi, je l'ai vécu personnellement lorsque j'étais opérationnel, où en fait, par une approche de calcul de coûts, on me faisait, comment dirais-je, diminuer progressivement mon volume, alors que les frais fixes, eux, ne bougeaient pas. Donc tout dépend de la structure de coûts. Et c'est vrai que si on ne va pas dans le détail au niveau de cette structure de coûts, on peut être amené à prendre des orientations, je dirais, qui ne sont pas forcément claires et puis pertinentes par rapport aux bonnes décisions entre guillemets qu'on doit prendre. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous voyez, je dirais au bas du slide, une autre vision qui est plus proche du lean accounting, qui est uniquement à la marge contributive, c'est-à-dire on se focalise sur le coût variable. Et là, en la matière, en coût variable, on a pris uniquement que la matière première et les articles de conditionnement. Donc après, ça peut être aussi, ça peut amener un certain nombre de débats entre guillemets sur mais qu'est-ce qui est variable et qu'est-ce qui n'est pas variable. C'est-à-dire que sur un horizon donné, à 2-3 mois, la main-d'œuvre directe, la main-d'œuvre indirecte, on peut très bien la considérer comme étant fixe, puisque de toute façon, à la fin du mois, vous allez globalement payer votre masse salariale. Donc l'introduire, comme certains peuvent le faire, dans une logique de coût variable, ça peut aussi induire un certain nombre
je dirais, de biais de raisonnement. Donc la logique du lean accounting et de l'accounting avec la théorie des contraintes, c'est vraiment de se dire, essayons de se focaliser sur ce qui est vraiment variable et donc qui dépend du volume de production. Voilà juste un exemple pour essayer de mesurer les différents aspects sur le sujet. Alors, il est 41, donc il me reste quelques minutes pour conclure. Donc, l'idée force, je dirais, c'est d'être aussi un peu humble sur la question parce que on est bien conscient que ces sujets-là sont à la fois connus, puisque vous pouvez regarder, il y a certains livres, notamment de Goldratt, sur l'impact de la théorie des contraintes sur le management accounting qui date de 1990, mais somme toute, c'est toujours d'actualité. Et c'est vraiment une lecture un peu différente. Alors, on peut ne pas être tous d'accord sur tous les argumentaires qui sont avancés. Pour autant, l'idée quand même, c'est de se dire qu'il y a bien à un moment donné une réflexion autour de ces sujets, et en tout cas qui permettent d'aligner le top management, la finance et les opérationnels. Après, c'est encore une fois, comment est-ce qu'on peut amener des états financiers qui permettent à la fois, je dirais, de mettre en lumière les gains, mais aussi d'intégrer, je dirais, la culture lean et de contribuer de façon active, je dirais, à la synchronisation entre les populations financières et comptables. Et enfin, le fait de dire que le lean accounting doit contribuer ainsi à une juste mesure de la valorisation des performances opérationnelles. En fait, l'idée, pour conclure, c'est qu'à un moment donné, en tant qu'opérationnel, on doit aussi avoir, je dirais, des données et que ces données doivent se transformer en termes d'informations pour prendre des décisions derrière. Comme vous faites une analyse de sang, vous êtes un peu faible en globules rouges, vous vous dites, tiens, il me manque peut-être un peu de fer, un petit peu de vitamine B12, donc je prends une décision pour aller effectivement travailler ou orienter sur telle ou telle chose. En fait, c'est ça qu'il y a aussi derrière, c'est-à-dire comment est-ce que au niveau de la finance, au niveau du contrôle de gestion, eh bien, on a la certitude que les indicateurs avec lesquels on travaille, les retours qui nous sont faits des services financiers, puissent, nous, opérationnels, nous aider, je dirais, dans notre tâche quotidienne et de suivi de la performance. Voilà, il est 43. Je voudrais juste terminer par une formation que je délivre sur Lyon les 3 et 4 octobre, où en fait on revient sur l'ensemble de ces thématiques, mais de manière, je dirais, plus étayée et puis aussi ludique, parce qu'il faut aussi mesurer du doigt. Et puis c'est aussi une discussion qui est ouverte. Je n'ai pas la prétention je suis pas financier de base, j'ai absolument pas la prétention de détenir la vérité là-dessus, mais voilà, c'est plus un ancien opérationnel qui s'est mis aux problématiques financières et qui est passionné par ces sujets qui sont pas toujours simples. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et puis je suis disponible pour comment dirais-je, répondre à vos questions. Merci beaucoup Eric pour cette animation. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses, puisqu'on a eu quelques questions. Donc une des premières questions, une personne explique qu'elle n'a pas trop compris comment en diminuant les montants de stock on peut impacter la marge négativement. En fait, c'est une technique, je dirais, enfin c'est une technique comptable, c'est-à-dire que quand vous dégradez un stock, eh bien quand vous baissez un stock quelque part, vous dégradez le compte de résultat, et quand vous faites du stock, eh bien vous avez un compte de résultat qui est plus
voilà, qui est plus pertinent. En fait, là, je dirais, on n'invente rien sur ces sujets-là. C'est tout simplement dû au fait qu'on incorpore dans les stocks une partie, je dirais, des frais fixes, notamment de ce qui concerne la main-d'œuvre et puis les frais généraux. Et donc le fait de stocker, en fait, vous faites de la production stockée et quelque part vous augmentez votre compte de résultat. D'accord. Donc voilà, ça c'est. Par contre, il est clair que quand vous avez un suivi du cash derrière, faire du stock, c'est pas forcément une bonne chose. Mais une lecture rapide sur le compte de résultat peut induire ce type de choses. Il y a quelque chose aussi qu'on démontre de façon assez claire, c'est quand on passe par exemple d'une logique de production de batch à du one piece flow, on peut artificiellement dégrader le coût de revient unitaire. Ça, moi, je le démontre assez aisément avec un jeu. Là, on fabrique des Shadok et puis ensuite on calcule les coûts de revient et on s'aperçoit de façon très mécanique qu'en passant d'une taille de lot de 5 en one piece flow, en fait, on va dégrader le coût de revient unitaire. Et pourtant, si on regarde d'un point de vue macro en value stream, on va être plus profitable. Donc c'est toutes ces questions-là qui permettent aussi d'avoir des formations assez agitées parce que on vient aussi avec nos convictions et il y a des choses qui sont ancrées dans nos façons de pratiquer et qui peuvent un peu surprendre. Donc moi, les missions que je mène là sur ces sujets, effectivement, je les mène avec des directeurs financiers aussi qui m'aident par rapport à ces objections qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis des normes GAP ou l'IFRS sur ces questions. Merci pour cette réponse. Ensuite, on a une autre question. Donc, dans les entreprises internationales, comment prendre en compte d'autres coûts cachés sur les flux interco, comme les prix de transfert, taxes douanières, etc. Je vais être tout à fait sincère sur ces questions-là. Dans les projets que j'accompagne, dans les missions que je mène, je n'ai pas eu à traiter ces sujets, et notamment au niveau des prix de cession et des prix de transfert, avec des markups entre les différentes entités juridiques, etc. Donc j'ai absolument pas là pour le coup de réponse évidente. Les projets que j'accompagne, on est sur de la PME, je dirais comprise entre 150 et 350 personnes, avec souvent une on va dire monoproduction ou mono-entité juridique. Et donc je n'ai jamais à ce stade-là été confronté à des problématiques de prix de transfert sur les boîtes internationales. Maintenant, je pense que même sur des entreprises de taille internationale, la réflexion qui consiste, je dirais, à sortir une analyse en coût complet pour prendre des décisions, à mon avis, moi, je considère que c'est plutôt sage. Mais très honnêtement, là, ça demanderait question et approfondissement. Merci. Ensuite, une personne qui demande quels exemples d'indicateurs physiques de performance sont essentiels à votre avis ? Les indicateurs physiques de performance qui sont essentiels, c'est celles que vous voyez avec vos gars, quoi. C'est parce qu'il faut que c'est celles que vous voyez avec vos gars de terrain, de production, et qui vont faire qu'à la fin, ça va être une bonne ou mauvaise journée. Comment ils vont voir? Donc ça peut être est-ce que je suis dedans en termes de production? Oui, non, quantité. Ça peut être un temps de traversée. Ça peut être un taux de service. Ça peut être des mètres carrés. Ça peut être des indicateurs de qualité. En fait, il faut que ce soit des indicateurs qui permettent aux gens de piloter leur performance. Et donc, mais pas de reporting. Alors là, le sujet, il est pas simple parce que entre un indicateur, en fait, si je compte les morts, ça sert à rien. Donc, c'est quoi qui va me permettre de piloter ma performance? Et une fois qu'on a dit ça,
moi je pense que les gens de terrain, ils savent bien ce sur quoi on doit... mais encore une fois, oui, pour moi, le suivi d'un temps de traversée, le suivi d'un ETD, le suivi de mètres carrés, le suivi des quantités produites versus quantités, je dirais, prévues. Et puis, entre nous, je pense qu'il faut aussi, sur ces sujets-là, démarrer simple. Démarrer simple parce qu'il n'y a rien de pire qu'un management visuel qui est trop fourni, qui n'est pas mis à jour, et puis vous connaissez certainement l'expression avec les indicateurs pastèques, c'est-à-dire que j'ai du vert partout, mais je coupe la pastèque et puis c'est du rouge, quoi. Donc il faut que ce soit très représentatif de la réalité, sinon ça ne sert à rien. L'objectif, c'est pas d'avoir des smileys partout. L'objectif, c'est d'utiliser justement des choses qui parlent aux gens de terrain, et puis ensuite de faire le chaînage avec les indicateurs capacitaires et les indicateurs financiers. Si on se rappelle de la box score, c'est vraiment ça la cible en fait. De pouvoir travailler sur ces sujets-là. Merci. Alors, ensuite, une autre question. Quelle fonction de l'entreprise impliquez-vous lorsque vous initiez cette démarche? Alors, en règle générale, cette démarche intervient, on va dire, dans le cadre d'un projet de transformation dans lequel on est déjà accoutumé à des sujets liés aux lignes. En tout cas, dans les projets que j'accompagne, c'est le cas. Dans les projets que j'accompagne, l'interlocuteur privilégié, c'est le directeur financier, mais qui a vu avec son patron, donc DG, CEO, je dirais conseil d'administration, pour dire on va faire un POC, on va faire un proof of concept, on va faire un prototype, pour s'autoriser à essayer d'appliquer quelques concepts, peut-être de sortir de la logique dans laquelle on est, donc peut-être revenir sur ce qu'on a paramétré dans SAP, revenir sur une logique où on va vraiment essayer de travailler en value stream, etc., etc. Donc, si on n'a pas un directeur financier qui est 150%, qui a envie d'essayer le truc, faut être clair, qui a envie d'essayer de foncer là-dedans, et que ça soit validé par son patron, je pense que là, c'est compliqué parce que c'est assez, encore une fois, ça peut être assez disruptif. Et puis, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut être à tout prix organisé en value stream pour pouvoir lancer ce type de démarche? Alors, si vous lisez les bouquins, la réponse est oui. Bon, dans les faits, la réponse est non. Il faut essayer d'approcher des... Comment dirais-je? Bien évidemment qu'il faut essayer d'approcher l'organisation en value stream. Mais je mène avec une entreprise, je dirais, en France, sur Paris, une initiative dans laquelle on a déjà fait le travail entre répartition des frais variables et des frais fixes, et on essaye de plus prendre de décisions sur la partie, je dirais, coût complet. Donc, vous voyez, on fait des premières rondes comme ça de tests, mais ça reste du prototype. Parce que derrière, il faut que les financiers s'approprient, je dirais, la démarche. Il faut derrière embarquer le top management, et puis derrière, arriver à travailler aussi avec les opérationnels. Donc ce sont des sujets qui demandent effectivement un engagement majeur du DAF, et puis que ce soit bien évidemment validé par ses patrons, quoi. Merci. Alors ensuite, une question. Est-ce que cela pourrait s'appliquer pour une petite PME, 15 personnes, dont 6 en production? La réponse est oui, et j'ai envie de dire, à la limite, c'est vraiment un prototype qui est aisé dans la mesure où je pense que si vous êtes 15, déjà là, vous n'êtes pas avec des tracasseries de votre corporate qui vous demande de faire un reporting. Donc oui, bien sûr. Après, il faut regarder. Ce sont pas des missions qui sont très lourdes en fait en termes de charges de charges conseil. Ce que je recommande souvent, c'est qu'au moins
le DAF lise au moins un des bouquins qui est présenté, pour savoir si, voilà, est-ce qu'on a envie d'y aller, est-ce qu'on a envie de tenter l'initiative, est-ce qu'on a envie de faire autrement. Mais autrement, ce sont pas des... c'est pas très massif en termes d'investissement, je dirais, en termes d'investissement conseil. Donc oui, bien sûr, après il faut regarder précisément, mais c'est pas... D'ailleurs, comme la personne tout à l'heure l'a précisé, je pense que plus la boîte est importante, plus on va être confronté à des problématiques, je dirais, internationales, juridiques, fiscales, qui va amener de la complexité. Si on est sur de la PME, je dirais, franco-française, on peut regarder facilement, quoi. Merci. Ensuite, une personne qui demande en général combien de temps faut-il pour mettre en place une démarche Linocounting. Moi, je vais prendre des exemples là. Tout dépend du degré de, comment dirais-je, de profondeur qu'on veut avoir sur le sujet. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est, comme je le précisais, faire un peu de cadrage au départ, faire un petit diagnostic qui est très rapide, et puis ensuite, peut-être faire une petite séquence de sensibilisation sur ces sujets-là et faire un prototype. Très honnêtement, en 3-6 mois, on peut sortir quelque chose, et avec un investissement conseil, je dirais, plus faible. Merci. Alors, une autre question. Lors d'un événement VS Costing, qui doit être le leader? Le producteur ou le financier, ou les deux? Encore une fois, moi, il me paraît important d'associer les financiers sur ces sujets, même si on dit souvent que sur un projet, il doit y avoir qu'un chef de projet. Mais très honnêtement, faire un binôme entre un opérationnel et un financier, c'est certainement la meilleure façon pour que le projet aboutisse. Parce qu'en fait, quand on regarde, ça doit servir les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai été confronté souvent, quand j'étais jeune, enfin un peu plus jeune, donc il y a longtemps, vous l'aurez compris, mais où j'avais des contrôleurs de gestion qui m'annonçaient des prix. Alors d'abord, j'avais un PRA, un prix de revient atelier, puis après un PRU, prix de revient usine. Et puis on me disait, ben voilà, t'es trop cher. Et à l'époque, j'étais peut-être un peu jeune, je ne savais pas trop, et donc je vivais avec ça, je suis trop cher. Alors qu'est-ce que je fais pour baisser mon prix de revient? Et on utilisait ce prix de revient sur des décisions stratégiques de make or buy quand même, hein. Donc ça peut être ennuyeux, hein, sur les prises de décision, parce que derrière, dans l'usine, il y a quand même 200 personnes, et j'ai une masse salariale, et il faut quand même payer les salaires. Donc c'est pour ça que moi je pense que sur des événements comme ça, il doit y avoir un bon niveau de transparence entre les populations financières et les populations opérationnelles. Moi, ça me paraît être fondamental. Donc oui, la réponse, c'est un binôme. Merci. Ensuite, peut-on faire du Linocounting avant d'avoir recentré de façon macro les activités d'un groupe, comme fermeture de centre, rationalisation du portefeuille de prestations, etc. J'aurais tendance à dire que le lean accounting peut être support de ça, mais de toute façon, que ce soit sur des programmes de transformation qui embarquent la partie lean accounting ou pas, je pense que la notion de stratégie industrielle, de rationalisation des offres, du portefeuille, alors elle peut faire partie du programme de transformation, mais moi mon principe c'est que sont des opérations, enfin des initiatives qui doivent être certainement quand même un peu plus positionnées en amont. Je vais donner un exemple très simple. Il y a une boîte, imaginons qu'on ait quatre usines. Donc on peut faire un diagnostic, on va faire un diagnostic sur les 4 usines. Si par exemple on sait d'ores et déjà qu'on va en fermer une, ça ne sert à rien d'aller faire la diagnostic et puis faire des feuilles de route sur l'usine dont on sait qu'elle va fermer. Donc quelque part, l'idée,
c'est peut-être aussi de faire des opérations un peu, je dirais, de cadrage, de restructuration en amont. Alors maintenant, le lean accounting, il peut aussi amener un éclairage par rapport à pourquoi est-ce qu'on voudrait éventuellement fermer une usine, parce qu'on estime qu'elle n'est pas rentable, etc., etc. Et là, on revient sur la mécanique qu'on a vue. Donc, mais en règle générale, je dirais sur des opérations un peu massives, de repositionnement stratégique, par exemple, avec sur les domaines d'activité stratégique, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être vu en amont. Le lean accounting peut être un apport ou un support, notamment pour aider à faire le lien de ce qui est concernant les activités rentables ou un peu moins rentables. Merci Eric. Là, on arrive bientôt du coup au terme de la webconférence puisqu'il est midi. Du coup, il nous reste une petite dernière question et après on terminera sur ça. Est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que tu entends par coût complet et clé de répartition? Alors, en fait, là, si vous prenez simplement un coût de revient industriel, généralement, vous avez la part variable, donc ce qui varie avec le volume. Donc, essentiellement, c'est souvent la matière première, les articles de conditionnement. Vous pouvez avoir de la sous-traitance. Vous pouvez avoir éventuellement des incentives des commerciaux. Vous pouvez avoir des frais de transport. En fait, pour faire simple, le coût de revient, vous avez une part variable qui est, comme son nom l'indique, variable en fonction du volume. Et puis, pour avoir une logique coût complet, vous rajoutez la quote-part des frais fixes. Donc, ce qui vous tombe du siège. Donc, ce qui vous tombe des frais, par exemple, les frais de structure, les frais de maintenance, etc., etc., etc. Et donc, à la part variable, vous additionnez votre quote-part de frais fixes. Et vous comprenez bien que si vous avez, par exemple, 2 usines et un siège, eh bien, vous avez des clés de répartition. Le siège, il va aller sourcer les différentes usines, donc les frais de structure vont aller se répartir. Donc la notion de coût complet, comme elle embarque la notion de frais fixes, souvent, il y a des notions de clés de répartition derrière. Et alors là, on commence à faire parfois des choses un peu surprenantes. C'est-à-dire que quelle est la clé de répartition? Et c'est quoi le rationnel par rapport à ça? À la limite, quand vous êtes en value stream, vous pouvez prendre 1 mètre carré en je dirais, en clé de répartition. Ça peut être intéressant, parce que ça peut aussi vous induire le fait de dire, bah, tiens, peut-être comment rationaliser mes mètres carrés par rapport à ma value stream. Voilà, c'est ça cette notion-là. C'est-à-dire que le coût complet, c'est la partie variable plus la partie fixe, et dans la partie fixe, bah, vous avez forcément des clés de répartition. Et là où ça devient dangereux, c'est quand on est amené, je dirais, à prendre des décisions sur le coût de revient calculé en coût complet. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été plus clair sur le sujet. Merci Eric. Du coup, on va clôturer cette session de questions-réponses puisqu'il est midi passé et je pense que vous avez tous faim, donc vous voulez aller manger. Pour les personnes qui auraient d'autres questions, si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez toutes les coordonnées sur notre site internet et vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux. Alors, juste pour terminer, je vous laisse prendre connaissance des prochaines webconférences à venir, avec une webconférence sur le Six Sigma et le Big Data le 11 octobre. Ensuite, on aura une autre webconférence élaborer et déployer la stratégie industrielle le 8 novembre. Et enfin, une webconférence sur les outils de base du Lean le 6 décembre. Voilà, j'en ai fini. Donc, merci Eric pour cette animation et merci à tous pour votre attention. Et n'hésitez pas à nous contacter, comme je vous l'ai dit, pour toute question, par téléphone ou via les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à tous et bon appétit. Merci à vous de votre attention, de votre patience et puis très bon week-end.